Bonjour à tous, c'est Jérôme de Everyday Innovation. Alors aujourd'hui, je vais continuer à vous expliquer le contexte historique de la conquête spatiale afin que vous compreniez ce qui va se passer dans 3 semaines maintenant. Donc, comme je l'ai déjà dit, dans 3 semaines, il va y avoir un événement probablement unique en cette décennie. Et pour que vous le compreniez bien, regardez cette vidéo. We choose to go to the moon and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Avant la fin du programme Apollo, les ingénieurs de la NASA avaient déjà pensé à faire des missions spatiales réutilisables. Et pour ça, ils avaient besoin d'un nouvel engin. Et ils ont donc inventé la navette spatiale. Alors, la navette spatiale, c'est quelque chose qui a marqué les esprits tellement l'objet en lui-même était vraiment beau. Il est derrière moi, vous le voyez ici, c'est une version en Lego, on en parlera par la suite. Eh bien, la navette spatiale, elle a été construite juste après les missions Saturne V, et donc les missions Apollo, et il a fallu environ 10 ans pour concevoir ces missions spatiales avec les navettes spatiales que j'ai derrière moi. Alors, donc 6 ans après avoir été dans l'espace, les Américains retournent enfin dans l'espace grâce aux navettes spatiales. Donc après 10 ans de conception, Columbia décolle dans le ciel. Alors Columbia, c'est quoi? Eh bien, c'est une version de la navette spatiale américaine. Les Américains ont en fait développé le concept de navette pour pouvoir aller dans l'espace en orbite, revenir sur Terre et réutiliser à chaque fois la même navette. En vérité, ils en ont fait plusieurs modèles, les mêmes, et les modèles, ils ont des noms différents. Ils s'appellent Challenger, ils s'appellent Columbia, Endeavour, Discovery et Atlantis. Alors, ces 5 noms-là, ce sont les 5 noms de ceci, en fait. Donc, ce qu'on appelle l'orbiteur. Alors, ça, c'est le concept de navette spatiale. Vous l'avez déjà vu à la télévision, probablement. Et c'est quoi? Eh bien, c'est c'est un avion mis sur une fusée. Et cet avion, on l'appelle l'orbiteur. Donc, il y a eu, comme j'ai dit, 5 orbiteurs, Challenger, Columbia, Endeavour, Atlantis et Discovery. Et il y en a 2 qui ont malheureusement explosé. Et les occupants, donc les astronautes, sont morts lors de ces 2 catastrophes. Les 2 qui ont explosé, c'était Challenger et Columbia. Et j'expliquerai brièvement pourquoi elles ont explosé. Alors, ça a été un concept complètement nouveau de faire des missions réutilisables. Ça n'avait jamais été fait auparavant. Et pour ça, ils ont dû construire un matériel neuf et un matériel conçu dès l'origine pour être réutilisable. Alors, comment cela se passait? Eh bien, donc l'orbiteur, ici, l'espèce d'avion, a été fixé sur ce qu'on appelle le tank externe, external tank, ici en orange. Alors au début, le tank externe était blanc lors des premières missions de la navette spatiale. Il était blanc parce qu'il était peint. Et puis après, ils ont décidé de sauver, d'économiser de la peinture et surtout du poids. Et en ne le peignant plus en blanc, ils ont environ gagné 260 kg de masse. Donc l'orbiteur était fixé sur le tank externe et le tank externe contenait lui-même, en fait, ici sur les 2 tiers, il contenait de l'hydrogène liquide et sur le tiers supérieur, il contenait de l'oxygène liquide. Et au milieu, eh bien, il y avait de l'espace pour des câblages électriques, etc., etc. Alors pourquoi de l'hydrogène et de l'oxygène? Eh bien, c'est simple, pour alimenter les moteurs de la navette spatiale. Et les moteurs se trouvaient sur les éléments blancs ici, ce qu'on appelle les boosters. Donc il y avait 2 boosters. Les boosters en français, on dit propulseurs. Donc voilà, donc les 2 propulseurs avaient chacun un moteur. Et la navette, en fait, en dessous, si on regarde, il y avait aussi des moteurs sur la navette. Eh bien, tous ces moteurs-ci de la navette étaient alimentés par l'oxygène et l'hydrogène du tank externe. Et l'hydrogène et l'oxygène, en fait, le but, c'était effectivement d'apporter de l'hydrogène. C'est un combustible hautement explosif. Et
l'oxygène, ça sert en fait à alimenter cette explosion. C'est comme pour les enfants, quand vous soufflez sur un feu, eh bien le fait de souffler amène de l'oxygène sur ce feu et le feu reprend de plus belle en fait. Hein. Et donc on ne peut pas dans l'espace apporter de l'oxygène sous forme de gaz. Il faut le liquéfier et donc on le met dans le tiers supérieur en fait du tank, du réservoir. Donc oxygène au-dessus, hydrogène en dessous. Quand la navette décollait, donc elle décollait effectivement bien sûr à la verticale, eh bien tous les éléments décollaient ensemble et à 46 km d'altitude, les boosters se séparaient. Si je vais essayer de les séparer sans casser le Lego, donc les boosters se séparaient, les deux boosters se séparaient à 46 km d'altitude et retombaient au large de Cap Canaveral, de la Floride. Ils retombaient dans l'eau, dans l'océan Atlantique. Au-dessus de chaque booster, vous pouvez voir, il y a un petit cône. Hein, et dans le petit cône ici, il y avait des parachutes. Donc ils retombaient lentement dans l'océan Atlantique pour pouvoir les récupérer avec des bateaux. Il continuait en fait sa mission vers le ciel, comme ceci, avec l'orbiteur et le réservoir externe. Et à un certain moment, il y avait une séparation entre ces deux composants-là. La navette continuait et le réservoir externe, lui, tombait non pas au large de la Floride, mais beaucoup plus loin dans l'océan Indien en général. Il était récupéré par la suite. Mais le réservoir externe en orange n'était pas destiné en fait à être récupéré. On en fabriquait un à chaque mission. Ça aurait coûté trop cher. C'était pas très intéressant de le récupérer. On en fabriquait un à chaque fois. Donc, cette navette allait dans l'espace. Elle était en fait destinée à faire des missions scientifiques, des missions aussi secrètes de l'armée américaine. En 30 ans, il y a eu plus ou moins 135 missions. Bien oui, parce que ce modèle de navette spatiale, hein, donc les 5 qui ont été fabriqués, hein, Challenger, Columbia, etc., eh bien, les 5 ont volé pendant 30 ans. Elles ont fait 135 missions. Et la dernière mission a eu lieu en 2011. Ça allait dans l'espace et ça revenait ensuite sur le sol. Ça revenait pas si facilement que ça, hein, parce que en fait, quand ça revenait dans l'espace, eh bien, les astronautes étaient dedans. Ça revenait à une vitesse de 27 000 km/h, c'est plus ou moins Mach 25, 27 000 km/h. Hein. Et puis, il n'y avait pas de moteur en fait à l'intérieur de la navette. Donc, la navette, quand elle revenait dans l'atmosphère, elle devait faire un vol plané. Un vol plané, c'est comme quand vous lancez un avion en papier. Hein, et le vol plané durait plus ou moins 6000 km, c'est la distance Bruxelles, on va dire Bruxelles-New York environ. Eh bien, elle faisait cette distance en vol plané à une vitesse vertigineuse avec avec un fuselage qui devait supporter une température de 1600 degrés, donc énormissime. Et la fusée devait atterrir sur une piste d'atterrissage, donc vraiment un beau challenge. Alors, pour supporter la température énorme, parce que la vitesse était élevée, donc qui dit vitesse élevée, hein, dit température extrême. Il y avait en fait sur le dos de la fusée des tuiles spéciales. Alors les tuiles sont la matière la plus, on va dire, qui résiste le plus à la chaleur, une matière qu'on peut trouver sur la Terre, hein, qui est unique en soi. Eh bien cette matière c'est la silice. Donc il y avait des tuiles de silice et chaque tuile était différente. Cette tuile ici était différente de cette tuile-là. Et à chaque retour de mission, il fallait vérifier tous les composants de la navette, tous les composants des boosters, vérifier s'ils étaient intacts ou pas. Il fallait les remplacer. Il y avait des milliers de composants et ça coûtait plus d'1 milliard de dollars à chaque fois pour vérifier cette navette, ces boosters, remettre les moteurs en marche, repeindre les boosters, etc., remettre des parachutes. Donc ça coûtait très très cher, beaucoup plus cher que ce qui avait été estimé au départ. Alors, les problèmes qu'il y a eu sur deux navettes qui ont malheureusement explosé, donc c'était Challenger et Columbia, eh bien, sur une des deux, il y a eu une tuile qui est partie à un certain moment pendant la mission. Et lorsque la navette est revenue sur la Terre, eh bien, la tuile étant partie, la température à l'intérieur de la navette a été très très importante et la navette a explosé à l'atterrissage. La deuxième explosion, elle a eu lieu à cause d'un booster. Eh bien, les navettes étaient lancées à partir de la Floride. En général, il fait chaud en Floride, mais à cette époque-là, lors de ce lancement précisément, eh bien, c'était en hiver et il faisait
exceptionnellement froid en Floride, il gelait, eh bien un des joints, il faut dire, vous voyez les éléments en noir ici, ce sont des joints sur les boosters, un des joints en fait s'est rétracté à cause du froid et lors du décollage, il y a eu une explosion à cause du composant qui était à l'intérieur de la fusée. La fusée a explosé en plein ciel, j'avais 12 ans à cette époque-là, je l'ai vu à la télévision, ça m'a vraiment marqué. Et donc les astronautes sont morts sur le coup. Donc il y a eu deux échecs importants sur une durée de 30 ans avec finalement des missions spatiales qui coûtaient très très cher, des missions qui devaient être réutilisables, mais en fait ça l'était, mais c'était très très compliqué. Et finalement un intérêt des Américains pour ce type de mission qui était nettement moins intéressant qu'au début. Les Américains commençaient à ne plus s'intéresser à ce type de mission, c'était devenu une espèce de routine pour eux. Néanmoins, il y a eu quand même deux éléments importants lors de la construction de la navette spatiale. C'était les Russes ont vu les Américains voler avec cette navette spatiale, les Russes ont voulu faire la même chose et ils ont copié exactement la navette spatiale. Ça se sait peu, mais ça s'est passé comme ça. Ils l'ont appelé le Buran. Alors le Buran, c'est la même maquette, la même navette que les Américains, excepté que le Buran, il n'y avait pas d'astronaute à l'intérieur. Il était radiocommandé, il était piloté à distance complètement. Ça a été un succès incroyable, elle marchait beaucoup mieux que les Américains, mais les Russes en fait ont fait fonctionner le Buran une seule fois car ils n'avaient plus d'argent pour le faire fonctionner une deuxième fois. Les Américains, ils ont eu un petit peu les chocottes de voir ces ingénieurs russes ne plus rien faire après cette unique mission du Buran. Ils n'avaient plus de mission spatiale, ils n'avaient plus d'argent pour faire des missions spatiales en Russie. Et donc les Américains s'inquiétaient que les Russes, que les ingénieurs ne commencent à, en fait, par manque d'intérêt, à faire des missiles balistiques pour des autres pays. Et donc les Américains ne voulaient pas qu'ils fassent ça. Et donc les Américains ont proposé aux Russes, plus finalement pour occuper les ingénieurs russes, ils ont proposé aux Russes d'aller de nouveau dans l'espace, mais de faire un programme conjoint avec la navette spatiale américaine et des fusées russes, des programmes conjoints pour mettre sur pied les stations spatiales. Et donc la navette spatiale a aidé à construire Mir, Mir c'est la station spatiale russe, et par la suite Mir a été remplacée par la station spatiale internationale, l'ISS, International Space Station. On en parlera dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Donc l'International Space Station a été mis au départ sur pied grâce à la navette spatiale américaine et les Russes, principalement pour les tenir occupés, on va dire, et puis les missions américaines, suite aux échecs et aux coups de cette navette spatiale, se sont arrêtées. Et donc ça, l'arrêt s'est fait en 2011. À partir de 2011, les Américains ne sont plus retournés dans l'espace. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus eu d'Américains qui a été dans l'espace. Les Américains qui sont dans l'espace aujourd'hui, ils ne décollent plus à partir du sol américain. Ils n'ont plus jamais décollé à partir du sol américain depuis 2011. Que faisaient-ils? Eh bien, ils allaient en Russie pour prendre une fusée russe. Ils y vont toujours, d'ailleurs. Ils vont en Russie prendre une fusée russe. Les astronautes américains vont en Russie, ils prennent une fusée russe, ils vont dans l'espace. Donc c'est un peu, quelque part, politiquement, ça peut paraître un peu compliqué, mais ça se passe assez bien. On va dire que la mission spatiale, en fait, concernant les navettes, a été pas tellement un succès technologique, mais surtout un succès politique grâce au rapprochement de la Russie et des États-Unis, un succès politique et un succès sociologique, donc vraiment innovant, non pas tellement en technologie, mais surtout aussi en politique et en sociologie. Alors pour la petite histoire, pour terminer cette vidéo, il faut savoir que les tuiles ici en silice, les milliers de tuiles en silice, eh bien les ingénieurs n'arrivaient pas à les coller sur la navette. Ils ne trouvaient pas de colle suffisamment forte. Alors qu'ont fait les ingénieurs? Ils étaient vraiment bloqués sur ce problème-là. Eh bien, un jour, un ingénieur va dans un magasin de bricolage et il trouve de la colle en tube
pour les salles de bain et il essaye de coller cette huile de silice avec cette colle de salle de bain venant d'un magasin de bricolage et ça colle parfaitement. Et ils ont décidé d'utiliser cette colle pour coller les tuiles sur la navette spatiale en fait. Donc voilà, donc on a fini cette vidéo. J'en ferai encore une sur ce sujet-là et par la suite, comme ça, vous aurez la compréhension, je pense, totale pour comprendre cet événement historique qui aura lieu dans 3 semaines. À bientôt. We choose to go to the moon and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.